Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage en mobilité, émission enregistrée au Mondial de la mobilité à Paris, au cœur du Mondial de l'auto. 30 minutes de discussion autour du transport de demain, du déplacement du futur et de tout ce qui va changer sur nos habitudes. Aujourd'hui, nous allons parler de design. Pourquoi la mobilité, si elle doit être pratique, doit aussi être belle et bien dessinée, et ça depuis toujours, mais pas forcément pour les mêmes raisons, au même titre que la mobilité s'équipe, que notre manière de nous déplacer évolue. La mode en voiture en fait autant, mais d'ailleurs, qui sont ceux qui la dessinent, cette mobilité? Tant de questions auxquelles nous allons répondre tout de suite. Pour en parler avec moi, Mike Lévy, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du département design mobilité de Strat, une école de design basée à Sèvres, non loin de Paris. Tout à fait. Bienvenue. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le design automobile ? Alors, le design automobile, c'est du design industriel appliqué à un secteur d'activité spécifique qui est celui de l'automobile, tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est concevoir des objets de mobilité en réfléchissant sous l'angle de l'expérience utilisateur, principalement, et donc en prenant vraiment avec une attention particulière à l'aspect émotionnel de la relation qu'on a avec l'objet. Et c'est donc là, par exemple, que la dimension esthétique est importante. Alors, dites-moi tout, comment est-ce qu'on dessine une voiture? Quelles sont les étapes? Alors, tout d'abord, il y a un questionnement sur qu'est-ce que le public va vouloir. Qu'est-ce qui va faire sens à l'utilisateur. Ensuite, les étapes traditionnelles dans le domaine de l'industrie de l'automobile, c'est des phases de recherche. Donc les designers généralement commencent à travailler avec une silhouette, un gabarit en fait qui représente une synthèse de toutes les contraintes d'ingénierie. Et autour de ça, les designers font des concours de créativité pour trouver des pistes, trouver des évocations, trouver des visions en fait de ce à quoi pourrait ressembler ce nouveau véhicule, sachant que c'est très compliqué dans ce domaine puisque ces concours ont lieu 5 à 6 ans avant que le véhicule soit sur la route. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que les constructeurs viennent avec une idée en vous disant on voudrait quelque chose qui ressemble... À l'école, attention, moi je vais vous parler de comment ça fonctionne dans l'industrie, ouais. C'est-à-dire chez les constructeurs. Donc il y a vraiment des étapes très ouvertes où on va rechercher plein d'idées différentes, des évocations et... d'essayer de trouver des visions, de propositions de ces objets, en fait, parce que ça reste du visuel à cette étape-là, et donc il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Et cette étape de dessin, finalement, est très très courte. Sur un temps de développement de véhicule de 5 ans, la phase de recherche, de concours de dessin, c'est parfois quelques semaines. Alors, dans un article du journal Le Monde paru en janvier 2018, on peut lire que le design compte pour 70 à 80% dans l'achat d'une voiture. Pourquoi une telle importance ? Tout simplement, d'abord parce que si on considère l'aspect esthétique, comme le disait Raymond Loewy, la laideur se vend mal, donc il y a déjà cet élément-là. Et puis ensuite, ça tient beaucoup aussi au produit culturel qui est devenu la voiture au XXe siècle. Ce n'est pas simplement un objet de mobilité c'est pas un objet fonctionnel, c'est un objet dans lequel on va placer aussi de l'émotion. Et c'est un objet qui est devenu un avatar de qui on a envie d'être. C'est un peu comme une espèce de moi fantasmé qu'on va avoir finalement comment on pense que les gens vont nous voir, mais au même titre que les vêtements qu'on achète. Donc c'est vraiment une expression de notre fantasmé. C'est plus que notre personnalité. Quand on achète un véhicule avec un certain nombre de valeurs qui sont véhiculées par la publicité, on pense que les gens vont nous voir comme ça, vont imaginer que dans cette voiture, on a tel ou tel comportement. Vous voyez quelqu'un qui roule dans une voiture de telle ou telle marque et vous lui attribuez une personnalité sans même le connaître par son comportement sur la route, mais aussi parce qu'il a acheté cette voiture et pas une autre. Et alors, quels sont les critères de design, si il y a vraiment des critères bien définis, quels sont les critères de design qui comptent le plus quand on crée une voiture ? Alors,
J'imagine que tout est important, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qui comptent plus que d'autres? Des choses qui ne vont pas ensemble, par exemple ou... Vous voulez dire au niveau... là, si on reste basiquement sur l'aspect formel, en fait, on a tendance à lire les voitures de la même façon. Parce que les voitures ont développé des yeux avec des phares et des bouches avec des entrées d'air. En fait, on a un regard un peu anthropomorphique sur les faces avant des voitures. Donc quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on voit une voiture qui arrive, il y a une expression d'un visage qui arrive. Donc ça peut être un visage poupon et enfantin comme une Fiat 500 ou quelque chose de beaucoup plus agressif comme une Audi, et on ne se pousse pas de la même façon. Donc en fait, on va lire ces répertoires formels en y attribuant une forme de personnalité aussi. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes à coder. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que c'est du métal plié et du plastique. Et c'est du métal qui n'est pas très épais finalement, c'est moins de l'ordre du millimètre. Et pourtant, on veut voyager dans quelque chose de solide. Donc il faut arriver à exprimer aussi une forme de solidité dans la carrosserie pour que les gens se sentent, pour que les gens se sentent rassurés, se sentent en sécurité dans cette voiture. Et en même temps que ça leur ressemble, du coup. Et en même temps que ça leur ressemble. Et comment évoluent les goûts en matière de design automobile? Est-ce que on aime les choses plus fines, puis d'un coup les formes plus cubiques? Est-ce que ça marche comme ça? Comment ça évolue? Oui, ça marche comme ça, comme dans tous les autres secteurs où les modes arrivent et viennent. Donc il y a forcément des cycles qu'on va retrouver. Après, dans le domaine de l'automobile, il y a les évolutions qui sont beaucoup plus longues qu'un cycle des tendances. Je pense par exemple à l'arrivée des SUV. C'est les SUV, pardon. Alors les SUV, ça signifie Sport Utility Vehicle, c'est donc les pseudo 4x4 qu'on voit. Donc c'est des véhicules qui ont pris des silhouettes de véhicules 4x4 qui sont dessinés de manière plus robuste, mais qui servent à se déplacer en ville. Et là, donc il y a un langage formel qui a évolué, et c'est un choix. Les consommateurs ont commencé à adopter ces véhicules. D'abord parce que ils véhiculent une certaine image qui correspond à l'ère du temps. Et puis aussi parce que l'architecture de cet objet est plus confortable. Enfin, il est plus facile de monter dans un SUV que de descendre dans une berline. La hauteur de siège est plus agréable pour les êtres humains de la taille qu'on a maintenant. C'est plus facile d'installer un enfant dans un siège bébé à l'arrière d'un SUV que dans une berline. Donc il y a aussi des raisons ergonomiques qui ont fait que ces véhicules ont évolué. Il y a des évolutions technologiques aussi. L'arrivée du moteur diesel a fait qu'on a eu besoin d'avoir des entrées d'air plus importantes à l'avant de la voiture. Il y a tout ce qui est les changements de régulation au niveau des crash tests, de la sécurité piéton, etc., qui a aussi une influence sur le dessin des voitures. Et puis ensuite, il y a les influences technologiques, comme par exemple dans l'éclairage. Les nouvelles technologies comme la technologie xénon ou LED a changé la forme des phares. Donc il y a des contraintes qui font que l'objet évolue. Et puis ensuite, il y a l'ère du temps, qui fait que le public adopte certaines formes et pas d'autres. Et comment se place la France en termes de design automobile? Est-ce qu'on est plutôt fort? Est-ce qu'on est plutôt reconnu pour notre savoir-faire? Oui, on est reconnu pour notre savoir-faire. Au même titre que la mode vestimentaire, d'ailleurs. En fait, quand on parle de design français à des étudiants étrangers ou à des étrangers, c'est vrai que souvent ils nous disent qu'on est finalement assez lyrique. On aime bien raconter une histoire à travers un concept. D'ailleurs, ça se voit sur le salon quand on entend des directeurs du design parler, par exemple, de la e-legend. On se rend compte qu'il y a une démarche conceptuelle qui raconte une histoire. Et ça, c'est assez spécifique au design français, je pense. On est aussi assez anticonformiste dans notre approche. Et c'est assez dans l'air du temps parce que les gens sont à la recherche d'une histoire. Les gens ont envie qu'on leur raconte comment ils vont vivre leur vie. Ils sont en quête de sens, tout le monde est en quête de sens, et c'est vrai que raconter une histoire, une expérience qu'on va vivre avec un objet, et le retraduire dans les formes, ça amène les gens à
à s'identifier plus à l'objet ou à l'utiliser avec plus de plaisir. Alors, à l'instant, on parlait beaucoup des évolutions technologiques, de l'ère du temps. Vous qui enseignez dans une école de design, l'école Strat, est-ce que vous observez au fur et à mesure des années, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes enseignant, mais est-ce que vous observez au fur et à mesure des années un changement de mentalité aussi chez vos élèves? Est-ce que vous... Oui. En termes de design, depuis 10 ans, depuis qu'on a commencé à évoquer des problématiques de voitures électriques ou de voitures autonomes, on est passé par des étapes où les étudiants étaient très réfractaires à ces changements. Donc avaient une vision très, très 20e siècle de la voiture. Et maintenant, on se retrouve avec des générations, on commence à recruter des étudiants qui sont nés après 2000. Donc, c'est des gens qui ont toujours connu Internet, qui ont quasiment toujours connu le téléphone portable, qui sont ultra connectés et pour qui ces nouvelles technologies sont naturelles et doivent être utilisées tout le temps, y compris dans la voiture. Et donc, ça conditionne un petit peu les attentes qu'ils vont avoir en termes d'usage à bord, en particulier. Donc ces changements qu'on est en train de voir dans les jeunes générations, on sent une acceptation plus facile de ces changements. Non, pardon, allez-y. Et pour autant, on note aussi chez eux, moi j'ai plus de 40 ans, donc pour moi ces jeunes générations, c'est des gens ultra connectés qui sont fascinés par toutes ces technologies. Et en fait, il y a aussi une démarche inverse, qui fait qu'ils sont à la recherche de produits plus authentiques dans l'usage qu'on va en faire. Ils nous parlent beaucoup quelque part de décroissance technologique, des objets plus vrais, peut-être un peu moins confortables à utiliser, avec des sensations plus fortes qui reviennent, tout en ayant la possibilité de brancher un smartphone ou d'avoir accès à une cartographie GPS. Donc c'est vraiment assez intéressant cette ambivalence. Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Qu'est-ce que vous faites avec vos étudiants? Alors, l'enseignement du design est un enseignement qui est principalement basé sur des projets de design. Donc en fait, on a énormément de cours annexes sur la maîtrise des outils, par exemple forcément le dessin, parce que c'est un langage, c'est pas une fin en soi, c'est le langage du designer, c'est ce qui lui permet de donner forme à ses idées. Donc principalement le dessin, puisque sans langage, on ne peut pas s'exprimer. Et puis ensuite, on a beaucoup de cours aussi de sciences humaines, parce qu'il faut comprendre l'utilisateur. Avant de proposer un objet, il faut avoir une finesse d'analyse de ce qui va peut-être marcher. Bon, il y a beaucoup d'intuition là-dedans, donc il faut avoir une bonne culture générale, beaucoup d'ouverture d'esprit, être capable d'aller chercher des inspirations dans des domaines vraiment très différents, sentir l'air du temps et arriver à faire la synthèse de tout ça. Donc en fait, c'est un processus intuitif et créatif, et donc on est forcément sur un travail sur l'individu pour les aider à déverrouiller des blocages, à arriver à combiner aussi des dimensions très créatives et intuitives et des dimensions plus d'analyse, déduction, puisque à la fin, c'est quand même un produit qui doit exister, qui doit avoir une réelle forme, qui doit exister dans le monde réel. Donc vous leur demandez de faire des dessins, des croquis en tout cas, pour imaginer les modèles? Oui, on ne leur demande pas de faire des dessins, on nous demande de nous expliquer à travers des dessins à quoi pourrait ressembler d'abord l'expérience et ensuite l'objet. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler d'abord sur l'expérience utilisateur. On va beaucoup travailler sur des scénarios pour asseoir la pertinence du scénario d'utilisation. Et ensuite, trouver la forme de l'objet qui correspond. C'est vraiment encore une fois, le dessin n'est pas une fin en soi. C'est le langage qui permet de donner forme à l'objet. Et ensuite, d'aller de plus en plus vers un objet photoréaliste, puisque c'est sur cette vision qu'on va choisir ou non de fabriquer l'objet. Ensuite, bien entendu, il y a des cours de modélisation informatique 3D pour approcher au plus près l'objet final.
Alors on parle beaucoup donc des transformations que vont subir les véhicules dans les années à venir, donc électrique, autonome, partagé. Qu'est-ce que ça va changer tout ça en matière de design? Par exemple, électrique, on peut imaginer donc une réduction du nombre de pièces sous le capot. Autonome, on peut imaginer un aménagement évidemment différent de l'espace, bon, selon la catégorie du véhicule, puisqu'il y aura des véhicules semi-autonomes, des véhicules parfaitement autonomes. Donc qu'est-ce que ça va changer en matière de design, tout ça? Tout. Vaste question, je sais. Voilà, oui, c'est une vaste question. Bon, déjà, parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le designer va travailler quand même aussi avec des données d'entrée, l'ingénierie, etc. Donc en fait, la disparition du moteur thermique ouvre beaucoup d'opportunités d'architecture nouvelle dans les véhicules. On commence à le voir, par exemple, sur la Jaguar E-Pace, où on voit bien que la disparition du moteur thermique a dessiné une voiture avec beaucoup plus d'espace à l'intérieur, des proportions complètement différentes. Donc bon, l'électrique, c'est de la technologie. Après, le designer travaille avec ça parce qu'effectivement, ça lui permet plus de liberté quelque part. Ça, je pense que c'est assez facile. C'est pas tellement un changement majeur. Le changement majeur que ça impose, c'est sur la recharge, sur l'infrastructure qui va permettre de recharger ces voitures. Parce que le point bloquant principal de la voiture électrique actuellement, chez le consommateur, c'est l'absence de points de recharge, et donc il y a un frein psychologique de la panne. On commence à avoir des voitures qui dépassent les 400-500 km d'autonomie, et donc là, on peut commencer à envisager, par exemple, d'aller dans le sud de la France en vacances, s'arrêter à mi-route, manger pendant que la voiture se recharge. Et tant qu'on n'a pas ce frein qui saute, on aura des freins psychologiques à l'adoption de cette technologie. Mais ça ne concerne pas vraiment le design. Par contre, dans le domaine de la voiture autonome, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que c'est un habitacle, finalement, à réinventer, la voiture autonome. Si on imagine la disparition, par exemple, du volant ou même du levier de vitesse. Bien sûr. La voiture autonome pose énormément de questions. Et je pense que pour l'instant, personne n'a vraiment de réponse. Beaucoup de monde cherche. Il y a vraiment des axes différents qui sont présentés, ne serait-ce qu'aujourd'hui sur le mondial. C'est très intéressant de voir la proposition de Peugeot et la proposition de Renault, parce qu'on a vraiment des visions qui sont très différentes, probablement complémentaires. C'est pas l'un ou l'autre, ça sera probablement les deux. Ces visions, d'un côté, chez Peugeot, on nous dit quelque part avec le concept e-Legend que la voiture est devenue un produit culturel incontournable au XXe siècle et ne disparaîtra pas. Et cette voiture va évoluer, va s'adapter comme elle a toujours su le faire, et on va se projeter dans ces nouveaux usages, mais il va y avoir quelque part cet ADN culturel de la voiture qui va perdurer. On va continuer à avoir cette voiture, la posséder. Si je peux me permettre pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément à quoi ressemble le modèle e-Legend, eh bien en fait c'est un peu, ça évoque un petit peu la forme du coupé 504 historique, oui, de la marque. Voilà. Exactement. On est sur le cinquantenaire de ce véhicule, mais c'est quelque part une opportunité de fixer le futur dans une continuité par rapport au passé, d'une manière assez intelligente, puisqu'on n'est pas du tout dans un revival ou dans du rétro-design, en fait, puisque quand on regarde ce véhicule, il est extrêmement moderne, ouais, dans tout ce qu'il vient proposer. On distingue vraiment juste une forme un peu. On est vraiment dans l'évocation familière, quoi. Voilà, exactement. Et donc là, il y a ce relationnel émotionnel qui fixe ce produit dans quelque chose qu'on connaît, et donc ça rassure sur l'usage qu'on va en faire. Et donc c'est un objet la voiture évoluera, s'adaptera, on aura toujours le plaisir d'y être, et on aura des codes automobiles qui perdureront. Puis en face, chez Renault, on a 3 propositions qui quelque part exprime que non, la voiture est un produit du XXe siècle, correspondait à un besoin à cette époque, quelque part comme la calèche ou le train correspondait au XIXe siècle, et qu'au XXIe siècle, ça va devenir complètement autre chose. Et donc on a là des propositions où volontairement, dans le dessin de l'objet, on n'est pas du tout automobile.
On est presque plus sur des architectures mobiles que sur la voiture. C'est surtout le cas sur EasyPro. Et donc on a là deux versions, deux visions complètement différentes de l'objet qui disparaît pour devenir quelque chose d'autre ou l'objet qui continue de s'adapter parce qu'il est un produit culturel. Et c'est vraiment l'interrogation que tout le monde a actuellement. Parce que nous, ça fait de nombreuses années, 4-5 ans, que quasiment tous les projets qu'on a avec des constructeurs, parce que les constructeurs viennent nous voir en demandant de travailler avec nos étudiants sur des thématiques, c'est quasiment systématiquement la voiture autonome et partagée. Parce que c'est là que tout est à inventer finalement. Mais alors, est-ce que ces changements, ça peut être inquiétant aussi, puisque la voiture autonome, évidemment, nous permettra de nous déplacer, mais il y a aussi tout un... Et puis, pas que la voiture autonome d'ailleurs, mais il va y avoir de multiples usages maintenant avec le véhicule, avec les nouvelles technologies qui vont s'ajouter. Est-ce qu'il y a une inquiétude finalement dans la profession aujourd'hui ? Je pense que depuis 2008, où tout le monde a chanté... Tout le monde a crié que la voiture était finie, auquel elle allait changer, et on a vu les constructeurs tenter de réagir à ça avec des nouvelles propositions. En fait, on se rend compte 10 ans plus tard que finalement pas du tout. Mais par contre, ça sera plus jamais pareil, et ça continuera d'évoluer, et cette évolution va en s'accélérant. En fait, une des étapes qu'on vit actuellement qui est intéressante, c'est que, à bien des égards, à l'école, on considère que la voiture, elle a été un élément culturel majeur du XXe siècle. Elle a quelque part façonné notre culture et nos sociétés. Sans voiture, il n'y a pas de National 7, il n'y a pas de vacances dans le sud de la France. Sans voiture, il n'y a pas de centres commerciaux, il n'y a pas de zone périurbaine, il n'y a pas de ville étendue. Il n'y a pas la possibilité de vivre et travailler dans des endroits différents. Donc culturellement, la voiture, c'est le XXe siècle. Et au XXIe siècle, c'est le numérique qui mange tout. C'est un tsunami qui avale tout, le numérique. Et là-dedans, il y a des valeurs qui sont totalement différentes. Il y a des problématiques d'instantanéité avec le numérique. On a accès à tout, partout, et on le veut immédiatement. Et la voiture doit s'adapter à ça, alors qu'elle est un produit lourd, dans le sens où industriellement, c'est 5 ans de développement, c'est des dizaines de milliers d'ingénieurs qui travaillent dessus. Donc l'inertie pour faire bouger tout ça est très compliquée. Enfin, il faut s'imaginer qu'un véhicule qui met 5 ans à être développé se retrouve avec un écran tactile qui a 3 ou 4 générations d'iPhone de retard. Le consommateur ne peut pas comprendre ça. Et le consommateur qui peut mettre à jour quand il veut son téléphone en téléchargeant quand il veut une nouvelle application pour s'en servir immédiatement, qui peut revoir l'interface en la réorganisant, ne comprend pas pourquoi l'objet qu'il va acheter ne peut pas évoluer. Donc là, on a déjà un conflit majeur culturel entre des valeurs technologiques d'instantanéité et de rapidité et un objet qui, lui, a beaucoup plus d'inertie. Et l'arrivée de la voiture autonome là-dedans, ça perturbe encore plus ces questionnements, parce que là, l'adaptation, elle va être culturellement d'une rapidité... ça va être très dur de s'y adapter pour le consommateur. D'abord parce que il ne faut pas oublier quand même que derrière tout ça, il y a des industries, les GAFA en particulier, Google en particulier, qui poussent leur technologie dans le véhicule. Et on ne sait pas trop exactement comment le consommateur comment l'utilisateur va se comporter là-dedans. Dans les sujets qu'on a, au départ, nous, premières idées de nos étudiants, on a dessiné une espèce de boîte à chaussures, on a mis 4 sièges, on a fait un carré TGV. Avec une table, voilà. Un peu comme un salon. Voilà. Mais est-ce que, du coup, votre travail, finalement, d'imaginer, de designer un véhicule, votre travail est complètement bouleversé aujourd'hui, puisque, finalement, l'usage va complètement changer. On parle même de voitures qui sont des prolongements de la maison, où, finalement, les activités vont être
complètement différente. On n'aura plus du tout la même utilisation de cette voiture. Donc, comment est-ce que ça vous touche en plein cœur dans votre activité? Parce que dans les années 90, un designer intérieur automobile dessinait une planche de bord avec quelques boutons pour la climatisation. Il y avait un autoradio qui était défini. Voilà. Et maintenant, on y met des écrans tactiles parce qu'on a des écrans tactiles dans la poche et qu'on va avoir la même chose dans la voiture. La voiture électrique fait que sans moteur, tout le bloc de climatisation va être mis ailleurs. Donc on n'aura plus cet énorme espace de planche de bord qui sera utilisé par le bloc de chauffage et de climatisation. Et effectivement, on se pose la question de comment on va disposer les sièges. Pourquoi faire? Si on ne conduit pas, pourquoi se retourner pour parler aux passagers derrière? Donc on fait un carré TGV. Puis on se rend compte que dans un carré TGV, finalement, on ne fait pas grand-chose. Et si c'est dans une voiture, on ne peut même pas se lever pour aller chercher un sandwich. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc on va dormir, donc on va mettre des banquettes. On essaye d'imaginer. Voilà, on essaye d'imaginer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cet objet. Alors, il y a des sujets qui sont sur des déplacements longs, donc de l'autoroute. Donc on peut imaginer là, comme l'a fait Volvo avec son concept 360C, de faire quelque part ce que Airbus fait dans les avions, mais sur la route. Et donc avoir des sièges qui deviennent des banquettes, où on va dormir, on se réveillera le matin avec le soleil qui se lève. Donc on peut imaginer ce type de scénario. Et puis ensuite, il y a quand même tout ce qui va se passer dans les villes, où là les déplacements vont être beaucoup plus courts. On le voit avec EasyGo chez Renault. Donc est-ce que ça, c'est l'évolution du transport en commun de demain, peut-être, avec des mini-navettes plus petites qu'on commandera à la demande. Donc ça va avoir un format différent, avec des banquettes moins confortables, parce qu'on n'en a pas besoin. Parce que finalement, quand on est dans une voiture et qu'on fait 800 km, on a besoin d'un siège confortable, mais quand on fait 10 minutes dans un bus ou un métro, le siège, finalement, le confort du siège n'est pas si important. Et est-ce que vous allez vous intéresser aussi aux nouveaux outils de mobilité, je pense par exemple à la micro-mobilité, comme les trottinettes, Est-ce que c'est des choses qui vont rentrer aussi en ligne de compte, ou est-ce que ça n'est pas votre secteur d'activité? Alors, tout ce qui concerne, à l'école, tout ce qui concerne la mobilité, donc le déplacement, est dans notre spectre. Donc, et si on considère qu'on fait du design de mobilité, c'est qu'on intègre tous les systèmes qui existent, puisque de nos jours, les gens veulent avoir une forme d'offre multimodale. On voit d'ailleurs les constructeurs qui travaillent de plus en plus avec d'autres entreprises pour proposer d'autres services. Les gens choisissent la trottinette qu'ils vont mettre dans la voiture, etc. Donc ça rentre dans votre spectre. Bien entendu, c'est des choses. C'est pareil. Est-ce que c'est des choses qui vont évoluer? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez? Alors, on n'y réfléchit pas sur les objets eux-mêmes, en fait. Nous, on va regarder des parcours de mobilité. On va réfléchir, par exemple, à quelle serait la meilleure façon de se déplacer pour aller travailler ou pour sortir le soir du bureau. Donc de voir effectivement si la voiture c'est la solution la plus pertinente. Mais si on reste par exemple sur la voiture autonome, sur des offres possibles, si on considère que par exemple avant il fallait un permis de conduire pour conduire une voiture, avec la voiture autonome c'est plus du tout le cas. Donc subitement ça veut dire que c'est pas forcément réservé aux adultes. Subitement, on peut se poser la question de tous ces parents qui, le matin, doivent emmener les enfants à l'école et les rechercher le soir, etc. Est-ce qu'on ne peut pas juste mettre les enfants dans la voiture? Est-ce que je ne peux pas avoir un service qui va chercher mon enfant et l'amène à l'école pour moi? Et ça, bien sûr que les gens vont poser cette question. Bien sûr que ça va être super compliqué. Alors, du coup, ma dernière question, puisque c'est malheureusement déjà la fin. Je sais qu'on ne voit pas le temps passer, mais voilà. Comment est-ce que tous les changements qu'on vient d'aborder vont bouleverser vraiment l'expérience de la mobilité des uns et des autres? D'abord parce que tous les schémas qu'on connaît, quelque part, toutes les cartes vont être battues. On ne sait pas quels vont forcément être les acteurs de demain. Il y a des nouveaux entrants. Tout le monde travaille sur la voiture autonome, même des gens comme Transdev vont travailler sur la voiture autonome. C'est un opérateur normalement de transport en commun. Donc là, il va se rapprocher de la voiture individuelle. En fait, à l'avenir, il faut considérer que l'objet, c'est une interface par rapport à un service et que ce qui va être important, c'est l'expérience utilisateur.
Et donc nous, on se retrouve dans une situation où effectivement, on continue à définir l'objet, mais on va travailler sur les interactions avec cet objet. D'ailleurs, on a un département de design d'interaction spécifique à ça, avec lequel je travaille beaucoup, puisqu'on va réfléchir aux expériences utilisateurs, aux interfaces, à comment on va échanger, dialoguer avec ces objets. Il faut quand même voir qu'une voiture autonome, il y a un moment, on va peut-être lui attribuer une personnalité, la voir comme un objet vivant, puisqu'elle va réagir avec son environnement, et donc on va voir dialoguer avec. On va lui attribuer une forme d'intelligence, artificielle certaine, mais une intelligence. Donc on va vouloir dialoguer et échanger avec cette chose dans laquelle on va être. Et donc ça ouvre des nouveaux champs extrêmement complexes pour le design, qui dépassent de loin l'objet, et qui vraiment se recentrent sur l'humain, sur comment nous on vit notre expérience avec les objets qui nous entourent et les gens qui nous entourent. Donc c'est un champ fabuleux. De nos jours, tout est en train d'exploser, dans le sens vraiment positif des choses. Il y a l'ensemble, il y a énormément de choses à faire. C'est très compliqué de savoir comment on va se saisir de ça en tant que société. Et donc il y a un champ de possibles qui est incroyable, puisque on a l'impression aussi technologiquement on peut tout faire. Maintenant, il y a quand même une alerte à tirer, c'est qu'il y a des bouleversements climatiques, il y a des problèmes énergétiques, il faut absolument y penser. Ça va aussi amener énormément de bouleversements qui ne sont pas complètement compatibles avec tout ce que je viens de dire. Et donc, dans ce mix de solutions à venir, on a beaucoup parlé d'un monde très, très positif, où la technologie peut résoudre plein de choses et nous apporter plein de solutions. Mais il y a aussi un revers de la médaille qu'il va falloir prendre en compte, qui va s'imposer à nous. Je pense que tout le monde y pense, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Ça devient essentiel de combiner aussi ces paramètres-là dans une réflexion de ce que c'est que la mobilité. Eh bien, c'est comme ça qu'on va terminer cette émission avec ces belles paroles. C'est la fin de ce voyage en mobilité. Merci beaucoup, Mike Lévy, directeur du département Design Mobilité de Strat, école de design située en région parisienne, je le rappelle. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Voyage en mobilité est à retrouver sur le site mondial-paris.audio, mais aussi en podcast sur toutes vos applications préférées. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes partout et on se retrouve très vite pour un prochain voyage.